Kickstarter, tu lèves 100 000 euros. C'est ça. Et quand tu as levé 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais ? Non, tu sais que ça fonctionne. On arrive en juillet. Attends, mais concrètement, parce que j'aime bien être très concret. Dis-moi. Tu as fait une promesse, tu as fait un pitch, tu as fait une vidéo sur Kickstarter. Exactement, il y a une page Kickstarter qui existe encore, qui est disponible. Qui permet de dire, voilà, ça c'est mon projet. Et là, sur la présentation de ce projet, tu récoltes 100 000 euros d'engagement. C'est du préachat. Exactement. Voilà, donc il faut produire 1500 oreillers. C'est ça. Ces 1500 oreillers, est-ce que tu sais comment tu vas faire pour les produire ? Oui, bien sûr. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. Combien de temps passons-nous à dormir ? Réponse en moyenne, un tiers de notre vie. Vital, le sommeil est un sujet de santé publique. Et dans la literie, l'oreiller est probablement une des pièces maîtresses. Qui ne s'est jamais réveillé après une mauvaise nuit provoquée par des maux de cou ? Le principal accusé est bien sûr et toujours l'oreiller. Et c'est à celui-ci que Wopilo s'est intéressé. J'ai le grand plaisir de recevoir Thomas Hervé, CEO et fondateur de Wopilo, la DNVB, qui vend une gamme d'oreillers, élu officiellement produit de l'année 3 années de suite. Avant que Thomas nous raconte la genèse de cette aventure, née en 2017, nous allons nous réveiller avec une conversation autour du marché de la literie au sens large. Marché poussiéreux s'il en est, il y a encore peu de temps, les acteurs historiques, c'est-à-dire les enseignes spécialisées d'ameublement, entre autres suédoises, et la grande distribution en général, ont vu débarquer les DNVB. Alors, qu'est-ce que le consommateur recherche aujourd'hui ? Est-ce que les confinements successifs ont été un motif de renouvellement des produits de literie ? Quelles sont les tendances qui se dessinent ensuite ? Nous discuterons de la proposition de valeur de Wopilo. Comment l'entreprise adresse-t-elle son marché ? Quelles sont les catégories sur lesquelles elle s'ouvre ? Quelle est la stratégie marketing de la marque ? Bref, quelles sont ses ambitions et ses projets de développement ? Enfin, nous ferons notre habituel focus sur les sujets de la relation client. Nous parlerons acquisition, fidélisation, CRM, data et réseaux sociaux. Mais avant de commencer, Thomas, pourrais-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour Cyril, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour aux auditeurs. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur ces sujets avec toi et avec tout le monde. Alors moi je m'appelle Thomas Hervé, j'ai bientôt 37 ans, je suis marié, je suis papa de 2 enfants, des enfants en bas âge. Pour la petite histoire, donc j'ai fait des études en école de commerce, j'ai fait 4 ans à Lyon et ensuite je suis parti faire de la finance de marché. Alors pourquoi j'ai fait de la finance ? Parce que je pense que depuis tout le temps Alors attends, tu as fait tes études à Lyon et je suis venu à Paris. Et tu es venu à Paris, tu as fait tes études avec la filière finance Alors oui, dès le début. En fait, j'étais à l'EM Lyon où il y a un parcours très entrepreneurial et je me suis spécialisé à la 2e année d'école en finance de marché. Pour la toute petite histoire, j'étais président de l'association de finance de marché de l'école. C'est là que j'ai rencontré ma femme. En fait, j'avais un petit peu ce parcours-là en tête. Et en fait, j'avais 2 parcours en tête. C'était soit d'être entrepreneur, soit de travailler en finance de marché.
À l'époque, c'était 2015-2017. La finance de marché, c'était vraiment la voie reine en école de commerce. On parlait très peu d'entrepreneuriat. Moi, j'avais cette fibre à l'intérieur de moi d'entrepreneur. Je le savais depuis que je suis tout petit, c'est des choses que j'apprécie. Et en fait, la finance de marché, ça permet de s'intéresser au business, au sens large, de toutes les sociétés sur lesquelles on va pouvoir travailler, sur lesquelles les sociétés analysées, celles qui rentrent dans les portefeuilles, des stratégies financières, etc. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Et c'est un des éléments vraiment hyper passionnants de la finance. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en finance de marché. Et donc, j'ai fait 3 ans et demi en tant que sales. Je travaillais à Paris et je travaillais avec des banques. Tu travaillais pour qui ou pour quelle banque? Un fonds d'investissement anglais Ouais. qui à l'époque s'appelait Henderson Global Investors, qui maintenant, si je dis pas de bêtises, s'appelle Janus Capital. Il y a eu des rachats successifs. Et donc je vendais des stratégies financières, c'était des fonds d'investissement soit sur des actions, soit sur des stratégies un petit peu plus compliquées de type hedge fund. Et je travaillais avec des banques privées et j'avais notamment en partie la responsabilité de développer le marché genevois des banques privées, des plus petites banques privées avec lesquelles on ne travaillait pas. C'était un métier assez intéressant. Je pense que j'aurais préféré faire de la gestion plutôt que de la vente. Donc globalement, tu vends une stratégie. Exactement. L'idée, tu vas c'est voir de les dire... banquiers privés ou les gérants de fonds qui ont besoin d'acheter des fonds pour mettre dans leur stratégie. Et donc, tu vas les voir et tu leur dis, voilà, pourquoi nos fonds sont les meilleurs. En règle générale, c'est très intuitu personae. C'est le gérant d'une stratégie financière qui est meilleur que les autres à choisir les bonnes entreprises parce qu'il a soit des modèles d'analyse, soit une vision différente des autres. Et l'idée, c'est de battre le marché. Systématiquement, c'est vraiment ça la finance de marché. C'est de faire mieux, que les autres. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans et demi. C'était intéressant, mais j'allais à mon goût pas suffisamment dans le détail de l'analyse des sociétés. C'était plutôt des analystes qui m'apportaient des analyses, je les lisais, je les retranscrivais à mes clients. Donc c'était un côté beaucoup de démarchage, beaucoup de rencontres, beaucoup de suivi. Alors ça apprend pas mal de choses, déjà le démarchage. Je me souviens de la première fois où j'ai dû sur une pieuvre de conférence call appeler quelqu'un que je connaissais pas, lui présenter la boîte, j'étais jeune, j'avais 25 ans, lui dire pourquoi on était les meilleurs, tout ça chaperonné par quelqu'un de plus senior que moi à côté. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on n'oublie pas et je pense qui apportent dans le futur quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui évidemment c'est plus du tout ce qu'on fait. On est dans le digital et on a plus de démarchage direct, mais voilà, ce sont des choses qui forment. Et puis après, ça permet aussi une grande ouverture d'esprit sur tout ce qui se passe dans l'univers du business, sur les stratégies, sur les différents types de boîtes, les différentes approches de marché. Donc voilà, ça a été quand même très formateur, même si voilà, assez rapidement, je me suis dit que c'était quelque chose que j'avais pas nécessairement envie de poursuivre. Et donc tu changes, tu changes au bout de 3 ans et demi pour finalement revenir à la notion d'entrepreneuriat, celle que tu évoquais quand tu pensais aux 2 filières que l'école de commerce te proposait. Je vais te mettre une petite anecdote. Tu vois, pendant ces 3 ans et demi, c'est en avril 2011, je travaille sur le business plan de Wopilo. Je travaille sur le business plan de Wopilo. Pour plein de raisons, en 2011, c'est pas possible de lancer cette marque-là. On ira dans le détail, si tu veux, plus tard de ce qui s'est passé. Mais je travaille sur ce business plan, je l'ai encore. Il faut développer des canaux de distribution, les pharmacies, les réseaux, etc. Du physique, parce qu'à l'époque, en 2011, Amazon, ils vendent des CD et des livres. C'est pas du tout l'e-commerce qu'on a aujourd'hui. Et tu pouvais pas lancer un site from scratch et puis balancer du Google AdWords et ça fonctionnait. C'était trop tôt. Mais j'avais eu déjà l'idée de Wopilo, une rencontre avec un médecin ostéopathe avec qui on avait travaillé. J'étais allé dans des usines. Tu veux revenir sur la genèse. Tu reviendras sur 2011 parce que là, en fait, tu rentres dans une autre aventure entrepreneuriale. Exactement. Je me dis ça c'est pas le bon business. J'avais déjà tout ça. Et il a fallu 6-9 mois pour que je me dise, bon allez, ça suffit maintenant, arrête la finance parce que tu vois bien que tu ne t'épanouis pas autant que ça, tu as envie d'être entrepreneur, je quitte et je monte une marque de prêt-à-porter pour hommes parce que c'est quelque chose qui m'attire, le produit m'attire, les visites d'atelier m'attirent. Je voulais quelque chose de très sobre, de très haut de gamme. Marché incroyablement difficile à adresser. Évidemment, quand
je m'en rends pas compte. Et vraiment, l'entrepreneuriat en 2012, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat aujourd'hui. Il n'y a pas les mêmes ressources. Tu n'avais pas tout ce qui m'a permis ensuite d'évoluer et de. Mais alors là, ça veut dire que tu dois trouver des confecteurs, des gens qui font les modèles que tu dessines, toi. Non, je passe par les ateliers pour voir ce qu'ils ont comme type de modèle. Ça, c'est au début. Je fais du cachemire, je fais de la maroquinerie, je fais des chemises qui ne sont à ce moment-là pas sur mesure. Donc je vais dans les ateliers, je me déplace, je lance mon site internet que je fais moi-même, je me fais accompagner sur 2-3 choses. C'est vraiment de l'apprentissage from scratch, avec un petit peu de moyens, ceux des amis, ceux de la famille, etc. Mais c'est très très compliqué. Par contre, je me rends compte à ce moment-là que je suis un amoureux du produit. C'est-à-dire qu'un truc qui peut pas aller, un bouton, etc., ça m'empêche de dormir. Littéralement, c'est vraiment les micro-détails. C'est quelque chose Même sur un oreiller Wopilo, ça t'empêcherait de dormir? Ah bah complètement, on en parlera, mais on les a modifiés X fois. Donc là, tu découvres en fait ce que c'est que de s'intéresser au produit, la chose bien faite. Et, exactement. Tu découvres aussi, j'imagine, les canaux de distribution et les enjeux de la distribution, non? Non, là, je suis déjà une DNVB uniquement sur. C'est un canal. Complètement. Donc là, e-commerce. Là, tu comprends que c'est. Là, on est. Il faut un an, 2013, 2014, et là, ça a déjà un petit peu plus avancé que par rapport à 2011. Et oui, je me dis, en tout cas, c'est ça qu'il faut faire. Et ensuite, il faut faire du marketing, de la communication. Il faut essayer d'aller voir quels sont les prescripteurs de ce marché. C'est assez difficile, pas évident pour le coup. Très difficile aussi d'émerger sur Facebook et sur Google. Vraiment, j'ai senti que c'était à ce moment-là. Je me suis rendu compte de la difficulté. C'est-à-dire que tu prends pas un produit, tu le mets sur Internet, ça va marcher. Et qu'est-ce qui a été en fait le plus dur? Est-ce que c'est à la fois le sourcing, l'acquisition, la technique? C'est quoi? Je pense, avec le recul, c'est plutôt le fait d'être seul, de travailler seul tous les jours, même si j'avais une vraie rigueur de travail et que ça m'a jamais posé de problème. Je me suis jamais retrouvé à 11h du matin dans mon lit à me dire j'ai pas envie d'y aller ce matin. Tous les matins, j'étais debout et je bossais et j'avais pas de problème. Mais c'était difficile de confronter des idées, etc. Ça, c'était un des sujets les plus difficiles. Et après, oui, le marché, quand on se percute à ce marché qui est très compliqué, je vendais des chemises à 250 €, c'était pas évident, elles étaient incroyables, vraiment, c'était des matières de dingue, une confection française hyper quali dans les ateliers qui confectionnent pour Hermès, pour les grandes marques, etc. C'était un vrai bonheur de proposer ça, mais c'était assez difficile, et puis il faut être capable de le retranscrire sur un site web. Donc c'est une aventure qui a toujours été, tout a été toujours compliqué. Tu vois, avec quelques moments où c'est super cool et ça marche plutôt pas mal. Je te donne un exemple, une sortie dans un blog très spécifique, Parisian Gentleman, très très spécifique sur ce type de produit, où là tout de suite il y a plein de ventes qui en découlent. Justement, les ventes globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir ça a duré quoi, 4 ans? Ouais, ça a duré 4 ans. T'as réussi à vendre pourquoi? J'ai mis 12 ou 18 mois, je crois, à tout lancer. Le temps de faire le tour des ateliers, de tout produire, etc. J'ai dû mettre au moins ça. J'avais fait des boîtes sur mesure, hyper qualitatives, à 5 € la boîte, fabriquée en France, de papier grainé, enfin, des trucs mais vraiment de dingue avec le recul. Bon, tu te dis, aujourd'hui, c'est plus du tout ça, mais c'était il y a quand même 6-7 ans, tu vois, donc ça a mis du temps. Je lance, j'ai les premiers copains qui achètent, etc. Je commence à faire quelques ventes, à me faire connaître sur les différents blogs, etc. Mais si je te dis pas de bêtises, au total, sur 2 ans et demi, on a généré peut-être 30 000 € de chiffre d'affaires. Et en fait, tu as l'impression d'être tout le temps, en train de ramer à contre-courant, tout le temps. Et ça n'a pas été facile, parce que ma femme, qui est bien plus lucide que moi, me disait « mais t'es sûr tu vois, écoute, quand même, sois raisonnable, tu vois ». Et moi, je me disais non, tu vois, je me dis non, ça, tu vois, il y a encore des choses que je veux faire, que je veux tester, etc. Et puis tu regardes à droite, à gauche, il se passe pas mal de choses, tu vois bien que il y a des fortes évolutions sur l'e-commerce, sur ce qui peut marcher, sur les tendances, etc. 2016,
il y a beaucoup de Kickstarter, des financements participatifs qui cartonnent. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a identifié assez tôt. Et à ce moment-là, j'ai un copain qui me dit tiens, je quitte mon boulot, parle-moi d'entrepreneuriat, ça m'intéresse. Et je lui dis attends, tu veux pas qu'on fasse un Kickstarter ? J'ai un super projet. Et vraiment, littéralement, je sors du placard des protos de Wopilo, quoi. Donc là, l'idée, en fait, tu te dis, bon, je vois que ça décolle pas mon business de fringues. Il y a ce pote qui arrive qui me dit, t'aurais pas envie de faire un truc avec moi ? Là, tu sors des cartons, le projet Wopilo qui avait commencé en écriture en 2011. Exactement. C'est ça. Et puis, vous le remettez à jour. Et il s'appelait pas Wopilo, ouais. Ça s'appelait pas Wopilo. Vous le remettez à jour. Et c'est là que ça commence, c'est là que ça naît. Exactement, Wopilo. c'est ça. Tu closes ton business d'abord. Non, tu vois, il se poursuit. Je fais encore les quelques envois. Je fais les dernières ventes privées pour écouler les stocks, etc. Closes, quoi. Exactement, ouais, mais c'est pas si facile que ça. Non, puis, mais c'est pas comme claquer la porte et partir. Exactement. Ça se fait progressivement. Mais toujours est-il que, in fine, dans mon esprit, ça se finit. Et je passe à autre chose. Et tu passes à autre chose. Exactement. Wopilo, et on va y revenir, mais avant que c'est plus pour teaser un peu le sujet dont on parlera un petit peu plus tard, parce que comme je te l'ai dit en introduction, je voudrais qu'on parle d'abord du marché pour bien comprendre tout ça. Mais donc Wopilo, comment s'appelle ton pote là qui, c'est Antoine. Antoine, ouais. C'est toujours ton associé ? Non, Antoine, il est parti 3 mois après la fin de la campagne de financement participatif. Ok. Alors, donc c'est à ce moment-là. Ça a été 9 mois ensemble. Ouais. Le starter, quoi. Exactement. Ça a été le coup de pied aux fesses, le déclencheur pour y arriver. Tu lances ça, tu récoltes un peu d'argent sur Kickstarter ? On récolte beaucoup d'argent, on fait plus de 100 000 euros en 30 jours. Donc, validation on a une idée, c'est la bonne idée, ça fonctionne en fait, de se dire on a un oreiller. Et c'est plus de 3 fois le chiffre d'affaires de 2 ans et demi de vente de fringues. Exactement, et si tu veux, c'était même, même dans mon couple, à titre personnel, on s'était dit, on va voir. Ok, tu gardes 6-9 mois là pour préparer ta campagne, tu la lances et tu vois ce qui se passe. Parce que si tu fais 10 000 euros ou 5 000 euros, allez, maintenant, tu te remets à travailler. C'est ce qu'on s'était dit. Tu reprends un vrai job, quoi. T'arrêtes de déconner, Thomas. C'était ce qu'on s'était dit avec ma femme, qui est incroyable et qui est très lucide. Et justement, là, c'était de se dire, ça marche. Ok, c'est bon. Là, ça fonctionne. Il y a un market fit évident. Et c'est ça ensuite qui a déclenché. Tu as acquis la conviction que ça allait pouvoir fonctionner, puisque si en 30 jours, tu lèves 100 000 euros, c'est qu'effectivement, a priori, il y a une promesse qui est au rendez-vous, des besoins qui existent, et on va en parler justement dans la seconde partie. Merci pour cette présentation, Thomas. On a compris que tu avais donc un profil commercial, plutôt entrepreneur, avec un petit détour par la finance, mais globalement, tu es un entrepreneur, que tu as vécu l'échec avant de rebondir sur un projet qui, tu l'as bien teasé, finalement va fonctionner, mais oui, tu sais ce que c'est que de ramer et de pas y arriver. Maintenant, intéressons-nous au marché. Alors, est-ce que le mot literie est le bon mot pour le décrire ? Tu vas le faire mieux que moi. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'économie autour du matelas, de l'oreiller, du linge de lit. Je sais pas si j'oublie. Non, c'est ça. En gros, si je crée si j'essaie de faire des catégories, tout en haut, tu as le sommeil. Okay. Et tu vas avoir plein de choses autour du sommeil, les compléments alimentaires, les respirateurs, plein de choses autour du sommeil. C'est énorme, l'économie du sommeil. Ensuite, tu vas avoir la literie. Et dans la literie, tu vas avoir d'un côté les matelas, qui sont et les sommiers, et tout ce qui va être meuble dans la chambre. Ça, c'est très gros aussi. Et après, tu vas avoir la petite literie. C'est une sous-catégorie. La petite literie, ça va être les oreillers, les couettes, les surmatelas. Et à côté de la petite literie, tu as le linge de lit. Linge de lit, linge de maison. Donc ça, c'est une classification officielle. Ouais, il me semble que ce sont les professionnels du secteur, en fait, s'entendent pour dire ça. Exactement. Donc toi, tu es à cheval entre la petite literie et le linge de lit. Complètement, on est sur les deux. Petite literie et linge de lit. Pas du tout sur les matelas, pas du tout sur l'ameublement. Mais tu vois, la petite literie, c'est un secteur qui n'est pas panélisé. Bon, alors prenons l'ensemble de ce secteur-là. Literie, matelas, literie, linge de lit. Linge de nuit, cet ensemble-là, on va dire que c'est le marché.
et comment il évolue, je le disais en introduction, jusqu'à il y a encore peu, la façon d'acheter un matelas, c'était d'aller chez les vendeurs habituels de matelas, essayer de négocier, ça valait un bras si tu voulais un truc qui tient la route. Pour tes draps et tes oreillers, t'allais chez Ikea, je l'ai pas cité, mais enfin tout le monde a compris que c'est à mon avis un des premiers fournisseurs en France de après linge. tu vas aller dans le retail. Et dans le retail, chez Carrefour. Bien sûr, partout. Tu vas aller acheter ton oreiller chez Carrefour. Très rare sur Internet. Très rare. Voilà. Et puis là, ça se change. Il y a plusieurs acteurs. Évidemment, t'es pas tout seul. La DNVB là-dedans. Il y en a d'autres que j'ai reçus déjà sur ce podcast qui sont dans cette économie-là. Ça disrupte le marché. Ça donne un grand coup de frais. Le consommateur, lui, dans tout ça, là, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend, comment il se positionne, est-ce que le Covid a changé des choses Si tu veux, on va faire d'abord un focus sur l'oreiller, parce que c'est par là qu'on est rentré. Nous, on est rentré d'abord par le produit, donc c'était par une idée produit. L'oreiller, ça reste un marché assez poussiéreux. Tu vois, il y a une très forte dichotomie dans ce marché. C'est les oreillers traditionnels, ceux que tu as dans les hôtels, confortables mais sans soutien cervical. Et de l'autre côté, les oreillers ergonomiques qui sont en forme de vague, qui sont en mousse à mémoire de forme, qui eux sont plutôt curatifs, c'est-à-dire on les recommande quand tu as mal, et qui ne sont pas nécessairement confortables, mais qui viennent soulager les douleurs cervicales. Et surtout, à part le géant suédois que tu as cité, et un acteur historique dodo sur le marché, il n'y a pas de marque en top of mind des consommateurs sur l'oreiller. Que si c'était une question que je posais régulièrement au début de l'aventure Wopilo, c'est est-ce que vous connaissez la marque de votre oreiller ? Personne ne connaît la marque de son oreiller. C'est très rare, tu vois. Ça arrive vraiment très très rarement. Et souvent, ce qui se passe, c'est que tu prends le premier oreiller qui te passe sous la main quand tu déménages. Tu vas chez Ikea ou n'importe qui dans le supermarché. Tiens, j'ai besoin de changer mon oreiller, j'en prends un. Il n'y a pas un intérêt fou sur l'oreiller, sauf quand t'as mal. Ça, pour le coup, quand tu as mal, tu t'y intéresses, tu es prêt à mettre de l'argent parce que tu as besoin de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai identifié ou que j'ai découvert un tout petit peu après le lancement de la campagne de financement participatif, si tu veux. Que, en fait, c'était vraiment un marché qui était très mal adressé, ou en tout cas avec une notoriété très faible, un produit pas très intéressant. Alors que ce que tu citais sur les matelas, la révolution des DNVB avait déjà été entamée aux États-Unis, notamment par Casper, avec le succès et les déboires qu'on a pu observer même jusqu'à récemment, de se dire on vient proposer une autre façon de consommer. Nous, c'était à la fois un produit différent et une nouvelle façon de consommer. Donc voilà, on arrive sur un marché où en vrai, il n'y a pas grand-chose. Si tu vas sur Amazon et que tu tapes oreiller, tu as littéralement, si je te dis pas, c'est 4000 ou 10 000 références différentes. D'accord. Mais il n'y a pas de marque. Tu vois, il n'y a pas quelque chose où tu peux venir acheter en confiance un oreiller d'une marque que tu connais, etc. Et donc, nous, on arrive sur notre site internet wopilo.com. Ah, tu veux me dire comment tu fais. Ouais. Donc le marché de l'oreiller est un marché mal adressé, contrairement à celui du matelas, qui lui avait déjà été disrupté évidemment par Casper, qui est la première DNVB américaine à changer un peu le mode de consommation des matelas. Et sur l'oreiller, il y a rien. C'est vraiment. Il y a rien. Et alors, question. Finalement, est-ce que pendant les confinements successifs, surtout le premier, on a vu les gens s'intéresser à leurs intérieurs, à l'ameublement, à rafraîchir des pièces. Quelque part, est-ce que la petite literie, a bénéficié aussi de cet engouement pour son intérieur ? Oui, évidemment, de façon très nette. Je pense que ça s'explique par deux facteurs. Le premier que tu as cité, c'est-à-dire que les gens s'intéressent à leur intérieur, et c'était au même titre que le bricolage ou que le jardinage, qui ont été des marchés qui ont bénéficié de ces périodes-là. Et deuxièmement, c'est l'e-commerce, tout simplement. C'est-à-dire que tu étais dans des moments où tu ne pouvais plus consommer en magasin. Ouais. Exactement. Donc, pendant le premier confinement, nous, littéralement, les 15 premiers jours de mars de confinement,
on fait pas de chiffre d'affaires. Enfin, ça s'éteint presque. Et puis d'un seul coup, en avril, tout le monde dit on a quand même le droit de vivre et de reprendre une vie normale sous contrainte. Et là, les ventes ont décollé, les taux de conversion ont augmenté, et en fait, je pense vraiment que c'est ça. C'est-à-dire que les gens allaient et disaient bah oui, je peux plus dépenser en boutique, donc je viens dépenser sur les sites internet. Et c'est ce qu'on a observé aussi en novembre, décembre et jusqu'à mai 2021, pendant les confinements, en particulier quand les boutiques étaient fermées. Je pense que tous les DNVB comme nous de biens qui pouvaient vendre, en fait, il y avait 80% de leurs concurrents qui étaient fermés. Donc évidemment, tu as eu des explosions de taux de conversion, etc. Et puis voilà, maintenant, ça fait quelques trimestres qu'on est revenu à quelque chose de plus normal. Mais oui, ça fait partie des choses. Ça a donc joué un rôle d'accélérateur. Et puis, en plus de l'offre qui a explosé en DNVB, de l'offre aussi maintenant sur Internet, quand tu tapes matelas, quand tu tapes oreiller, tu as une offre qui est beaucoup plus abondante, qui est aussi plus qualitative, qui est plus proche en tout cas des besoins des consommateurs. Donc il y a une offre aussi qui a très très fortement qui s'est accélérée, qui s'est améliorée très sensiblement. Ok, donc on a un marché qui est plutôt en croissance. Ah oui, complètement. Qui est plutôt en croissance, avec, comme pour beaucoup de marchés, les confinements, le Covid, les confinements qui ont joué un rôle d'accélérateur au bénéfice des nouveaux entrants, puisque effectivement il y a eu cette impossibilité de se rendre dans les magasins. Alors tu dis ça, mais je peux te donner un autre exemple. Je pense qu'un acteur historique sur le linge de lit, quand on regarde, c'est la Redoute. Je pense que la Redoute, pendant les confinements, j'en sais rien, je suis pas dans les petits papiers de la Redoute, mais je pense que ça a dû particulièrement bien marcher. Il n'y a pas que les nouveaux entrants, ceux qui avaient pris ce virage-là d'être très en ligne et voilà, d'avoir une offre, je pense qu'on particulièrement performé. T'as raison de préciser et de le dire comme ça, c'est plus juste. C'est pas que les DNVB qui ont... mais c'est tous les acteurs finalement qui animent les canaux de distribution online. La Redoute en fait partie, et effectivement la Redoute est connue pour historiquement être un grand vendeur de linge de nuit. Donc c'est juste de le préciser. Merci pour avoir planté un petit peu le décor du marché. Maintenant on va pouvoir s'intéresser au dur, au vrai, à Wopilo. Avant que tu nous donnes véritablement, que tu nous expliques comment vous adressez le marché, revenons justement là où on l'avait laissé, ton histoire, Kickstarter, tu lèves 100 000 euros. C'est ça. Et quand tu as levé 100 000 euros, qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches de l'argent. Non, tu sais que ça fonctionne. On arrive en juillet. Attends, mais concrètement, parce que j'aime bien être très concret. Dis-moi. Tu as fait une promesse, tu as fait un pitch, tu as fait une vidéo sur Kickstarter. Exactement, il y a une page Kickstarter qui existe encore, qui est disponible. Qui permet de dire, voilà, ça c'est mon projet, je veux vous proposer un oreiller qui est un oreiller, je sais pas comment tu l'as présenté, mais enfin qui est le meilleur du monde. Le meilleur des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, entre le confort et le soutien. Bon, bref, celui qui fait la synthèse. Et là, sur la présentation de ce projet, tu récoltes 100 000 euros d'engagement. C'est du préachat. Exactement. De la précommande. Complètement. Donc, maintenant, il faut le réaliser, ce produit-là. Ça fait combien de clients à peu près ? Ça représente combien de clients ? C'est 1750 oreillers, si je te dis pas de bêtises. 1500 oreillers. Bon. Et c'est ça. Ça fait 1250 clients parce que tu en as qui en achetaient des Voilà, donc il faut produire 1500 oreillers. C'est ça. Ces 1500 oreillers, est-ce que tu sais comment tu vas faire pour les produire ? Oui, bien sûr. Ouais. Alors ça, si tu veux, c'est l'expérience de ma première société. C'est que je pense que dans l'exécution de la campagne Kickstarter, ça a été bien fait, on a respecté les codes et on avait bien travaillé le sujet. Et je pense que pour le coup, j'avais quand même un petit peu de bagage derrière moi. Je savais ce que c'était d'aller voir les ateliers, etc. Et donc, on avait déjà les ateliers, déjà nos fournisseurs. On avait vraiment tout ce qu'il fallait. Et en fait, ce dont on avait besoin, c'était de savoir combien.
Et après, derrière, on appuyait sur le bouton de la production parce qu'on avait déjà... T'avais déjà fait faire des protos Complètement, voilà. On avait des protos. On avait fait, je crois, une 50aine de protos. On avait pu en distribuer à la presse. On avait fait des marchages de presse, etc. On avait eu des articles dans Capital, Avantage. C'est où alors, géographiquement, qui sont produits ces oreillers? Ils sont produits en Bourgogne, dans un atelier entreprise du patrimoine vivant. Si tu veux, il y a quelques ateliers qui fabriquent de la petite literie en France. C'est très national comme production, pour le coup. Il y a très peu d'intérêt, à l'exception de certains géants, d'aller produire en Asie sur ce type de produits, notamment quand tu fais des produits qualitatifs et plutôt haut de gamme, ou alors qui ont des particularités comme le nôtre, tu vois, avec des coutures spécifiques. Ça demande du temps de fabriquer un oreiller ou au pilot parce que tu as 2 poches, tu as un cœur qui s'insère. Parle-nous du produit, justement, avant qu'on aille plus loin, parce que c'est important, il est au cœur de tout. Parle-nous du produit, de quoi il est fait, pourquoi il est meilleur, pourquoi il fait la synthèse entre les deux mondes. C'est une bonne question, et en plus on a beaucoup évolué, je dis j'ai, mais c'est toute l'équipe, mais on a beaucoup évolué sur l'offre en règle générale, et même sur pourquoi on propose le produit. L'idée de base, c'est d'avoir un oreiller composé de 2 poches confortables, comme des oreillers traditionnels. Tu as 2 poches, à l'intérieur desquelles tu glisses un cœur en mousse à mémoire de forme qui va apporter un soutien cervical. Comme les poches sont de volumes différents, si tu dors sur la poche la plus épaisse, ton confort va être plus moelleux. Si tu retournes ton oreiller, ton confort va être plus ferme. Ça, c'est le produit de base, c'est le produit au pilot. Je ne vais même pas te dire qu'aujourd'hui c'est notre best-seller, parce que notre best-seller, ça va être plutôt une version ajustable de ce produit qu'on vend avec 2 cœurs pour choisir un cœur plus souple ou un cœur plus ferme, et des poches qui sont zippées, où tu peux enlever ou ajouter du garnissage pour te faire un oreiller sur mesure. Et en fait, cet oreiller, au début, l'idée c'était de se dire on va venir résoudre le problème des douleurs cervicales. Et ça marche très très bien, très très fort sur ce segment-là. C'est-à-dire que quand tu as des douleurs cervicales, tu dors sur un haut pilot, en règle générale, très 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 majoritairement, tu as une super solution et ta vie change. On pourra parler de l'expérience client après derrière. Bien sûr. C'est vraiment des choses chez nous qui sont incroyables, avec des histoires, des personnes qui nous mettent des avis hyper longs. Tout ça là, et c'est prévu, on va finir sur ça. Voilà. Et donc, juste sur cette partie produit, donc on a décliné, et ensuite on a intégré dans notre gamme des oreillers plus traditionnels, mais toujours ajustables. L'innovation, ça reste vraiment au cœur de ce qu'on propose. On a très vite identifié que c'était quelque chose qui allait porter au pilot, et ça a été très rapidement mis dans la plateforme de marque et dans notre mission, dans nos ambitions d'être tout le temps dans de l'innovation. Donc on prend des concepts, on essaye d'apporter notre touche, de toujours faire quelque chose de différent que ce qui peut être proposé sur le marché. Et donc on développe cette gamme d'oreillers. Et là, cette gamme, elle se développe assez rapidement. En 2019. Ok. Donc là, vous partez avec... Attends, je rebondis un tout petit peu. Ça y est, vous avez fait produire les 1500 oreillers. On les a envoyés. Vous les avez envoyés. On a les retours. Ça veut dire que c'est... vous avez... Attends, concrètement... Ouais. Tu fais livrer chez toi 1500 oreillers? Non, on avait trouvé un logisticien avec qui on a travaillé plusieurs années, qui s'est occupé des envois pour la France et l'Europe, parce qu'on était sur Kickstarter, et qu'on s'était dit, très mauvaise idée, qu'on allait en faire partout dans le monde. Alors on avait anticipé les coûts et envoyé un oreiller aux États-Unis ou en Asie, ça coûte 60 €. Entre 30 et 60 €, ça dépend. Les packs Combien de ça deux. coûte un oreiller chez toi? Un oreiller, c'est 79 € chez nous, le modèle Wopilo, ce modèle-là. Et donc, il fallait rajouter 30 € pour un oreiller et 60 € pour un pack de 2 oreillers, si tu voulais le faire livrer. Et il y a plein de gens qui en ont acheté partout dans le monde, avec ces frais de livraison-là. Ce qui a fait qu'on a dû livrer plus de 100 oreillers en dehors des États-Unis et de l'Europe et de la France. Et donc, je suis allé dans notre atelier en Bourgogne. J'ai fait 6 ou 7 allers-retours dans une grosse voiture, et je suis allé déposer des palettes littéralement d'oreillers à la poste de cet endroit-là. C'est un petit village, c'est Tonnerre, et la poste n'était pas grande. Je les avais appelés 2 jours avant pour leur dire juste prévoyez, parce que vous allez en avoir pas mal. C'est pour ne pas avoir à payer 60 €. Si, t'étais obligé. Ah bah non, si je passais par un logisticien, t'avais le
poids volumétrique qui faisait exploser la facture. Tu veux dire en fait que tu as dû le faire parce que le je l'ai fait à la mano, ne le faisait pas. Et parce que ça coûtait moins cher de le faire moi-même. Okay. Et donc c'est là où tu vas mettre tes 5 factures plus les trucs. Enfin, c'était les déclarations CN 23. Donc bref, c'est fait. Ouais. Ces 1500 sont livrés. Ouais. C'est quoi la suite de l'histoire? Comment elle s'écrit? Alors la suite de l'histoire, c'est de se dire je vais avoir besoin d'argent. Il se trouve en septembre, Antoine part et je me retrouve seul, donc à gérer les envois pour tout le monde. Ça, c'était en octobre. Le développement du site internet qui a été lancé fin novembre. C'est quoi, un Presta, Shopify, super. On reprend les éléments de brand qui étaient très bons pour la campagne Kickstarter. On fait un espèce de one page ou quasi one page sur l'oreiller. On n'a que ça à vendre sur l'oreiller et on déroule. Et en fait, il faut de l'argent pour recruter du monde, pour pouvoir accélérer sur le marketing. Et je trouve, je lance cette levée de fonds. Il y a un fonds qui fait le tour et qui nous finance 300 000 euros à ce moment-là, en début 2018 pour le coup, et qui permet de faire le premier recrutement. Notre responsable marketing, Florian, qui nous rejoignait de chez Bonne Gueule, qui était une marque d'habits pour hommes, et donc qui dès le début a fait confiance au projet. Et ensuite de pouvoir développer. Et donc là, en fait, vous y allez étape par étape. Premiers enjeux qui sont autour de l'acquisition, j'imagine. Complètement. On lance les premières campagnes Facebook. On sait que ça fonctionne parce qu'on l'avait fait pour la campagne Kickstarter. Donc voilà, on lance, on prend les premières et là, l'attraction arrive. Complètement. Totalement. Les commandes. Alors, est-ce qu'il y a un cycle? Est-ce qu'il y a une saisonnalité dans l'achat de ce type de produit, ou alors c'est à peu près linéaire toute l'année? Non, c'est pas tout à fait linéaire, c'est plutôt dernier trimestre, premier trimestre. Donc c'est entre novembre et ouais, c'est ça. Il y a une bonne saisonnalité sur l'oreiller à ce moment-là, avec un pic en janvier, ce qui s'appelle traditionnellement le mois du blanc chez les distributeurs. Donc le linge de lit, les couettes, les oreillers. Très souvent, tu as des grandes périodes de promotion tout début janvier sur ces catégories de produits. Et après, alors. Ça a toujours été relativement lissé par la croissance, donc nous, si tu veux, on n'a pas du tout vu ces cycles-là, même s'il y avait toujours des pics en fin d'année et en janvier. Bien sûr, c'est difficile on a toujours de le lire. Alors justement, tu en as parlé, le marketing. Bien sûr, vous êtes une boîte technique d'innovation, puisque l'oreiller, le produit en lui-même, demande une technicité. Un minima. Ouais. Mais c'est évidemment pas que là. Mais c'est évidemment pas que là, puisque la marque, en fait, surtout quand tu es une DNVB, tu maîtrises la chaîne de valeur de A à Z, de la production jusqu'à la livraison chez le client. Les micro-détails dont on parlait. Les micro-détails dont on parlait. Le marketing est clé. L'acquisition, bien sûr. Mais j'ai envie de te dire, la marque, tu as parlé de plateforme de marque. Pour rappeler ce que c'est qu'une plateforme de marque, c'est un document qui formalise tout un travail, toute une réflexion sur qui est la marque. En fait, c'est la carte d'identité de la marque, à l'intérieur de laquelle on va trouver la vision, entre autres, de la marque. Ce travail, il est fait. Comment ça s'est passé? Et puis, c'est quoi le résultat aujourd'hui, quoi? Je vais même te dire que c'est un tournant dans le projet Wopilo global. Donc je fais cette levée de fonds. Ce qui est bien, c'est que tu t'entoures de professionnels qui te donnent des conseils, qui te mettent en relation, etc. Et je rencontre assez rapidement dans l'histoire de Wopilo une personne qui s'appelle Michel Gottlieb, qui est encore aujourd'hui au board de Wopilo. Il va pas aimer si je dis ça, et je le salue d'ailleurs, mais ce que je dis souvent, parce que c'est ce qui le caractérise le plus, c'est qu'il a fait 10 ou 15 ans en tant que CMO Europe de Coca-Cola. Donc toutes les canettes Karl Lagerfeld, Chihuahua, etc., c'est lui, tu vois. Et il a fait tout ça et il sait ce que c'est. Il est très très fort, et depuis maintenant très longtemps, il accompagne beaucoup de startups sur les plateformes de marque, entre autres. Et donc on se rencontre. Le coup de foudre, il est vraiment génial, avec une personne incroyable, et il nous aide à construire notre plateforme de marque. Et on se pose les bonnes questions. Et il y a une méthode, on se pose des bonnes questions, on fait les workshops et on se dit ok, qui on est. Et avant ça, en vrai, on est un produit, on est Wopilo, et on dit ouais, mais on n'a pas. Tu te dis que t'as pas trop.
t'as pas trop besoin de tout ça. Si, tu en as vraiment besoin. Et ça a été des ateliers un peu révélation, jusqu'à ce qu'on arrive à une mission qui, quand on la dicte en 2018, c'est innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes. Tu te dis que c'est ambitieux, etc. Puis là, maintenant, on a fait plus de 150 000 ventes de produits. Tu te dis, raisonnablement, on pourrait s'approcher du million dans quelques années. Et en fait, tu y arrives à ta mission. Et en fait, ça résonne tous les jours, dans tout ce qu'on fait, dans tous les projets de Wopilo, d'avoir cette mission-là, de se dire on innove. C'est-à-dire qu'on ne copie pas, on essaye d'être toujours créatif, d'apporter quelque chose de différent. Ça veut dire qu'il y a des brevets ou pas ? Non, c'est pas tout à fait ça. Tu as des protections, différentes protections, mais des brevets, ils sont toujours vieux, tu peux toujours les contourner, il y a toujours des choses un petit peu à faire. Mais l'innovation, elle ne réside pas là-dedans. Et puis de toute façon, tu vois bien que c'est un marché qui est extrêmement concurrentiel. Tu peux l'adresser de plein de façons différentes. Alors attends, sur la plateforme de marque, enfin sur le marketing, ça change quoi ? Maintenant, vous savez qui vous êtes et vous savez où vous voulez aller. Ça veut dire qu'il y a une marque qui se crée. Pour qu'elle se crée, il faut qu'elle soit suivie, qu'elle soit reconnue. Comment on fait ça ? On travaille donc sur cette plateforme de marque. On a nos petits moutons, je ne sais pas si tu les as vus, on les met un peu partout, sur les pubs de télé, sur notre site, etc. On est le bienfaiteur innovant. C'est notre positionnement, d'être le bienfaiteur innovant, d'améliorer les nuits des Français. Et ensuite, tu travailles le marketing par les différents canaux des DNVB. On fait de l'influence, on fait de l'ADS, on fait des RP, on fait tout ce qu'on sait faire. On fait surtout, mais on y reviendra plus tard, de l'expérience client, où on offre une expérience très particulière avec du conseil, avec du avant, pendant, après achat. Comment on va y revenir ? Je regarde juste un peu. Donc en fait, je comprends que vous avez quand même travaillé. Le sujet marketing représente pas mal pour vous. Enfin, j'imagine quand même des équipes qui sont bien structurées. Ouais, ce que je dis souvent, ce qu'on sait faire, ce sont des produits et du marketing. Il y a quand même des opérations. Il y a quand même un peu d'opérations. Quand on vend, il y a des opérations. 150 000 produits vendus, ça veut dire que vous êtes quand même monté en cadence. Est-ce qu'ils sont toujours produits au même endroit ? Est-ce que finalement le fournisseur initial avait les capacités à élargir le volume de production pour Wopilo ? Est-ce que ça a eu un moment, ça a nécessité des discussions ? Est-ce que c'était prévu dès le départ ? Et puis ensuite, est-ce que vous les vendez qu'en France ? Est-ce que vous les vendez ailleurs ? Comment Alors, pour le marché, on a très vite identifié qu'il fallait d'abord être très fort sur le marché local avant d'aller ailleurs. Donc aujourd'hui, on est présent en France très majoritairement, un peu de Belgique parce qu'on est très très proche de la France et ça ne demande pas d'adaptation d'un point de vue marketing ou d'un point de vue logistique. Sur la production, ça, c'est une des belles histoires de Wopilo, c'est que on rencontre le directeur commercial donc en début 2017 de l'atelier avec lequel on travaille. Dans mon petit appartement, c'est un studio dans le deuxième à ce moment-là, et donc il vient et dit bon, vous voulez faire combien d'oreillers ? On lui dit on espère en faire 1000, je crois, pendant la campagne. Vous êtes sûr quand même ? Ça fait beaucoup 1000 déjà. Et là, on se dit, on va essayer. On fait plus que ça. Et eux ont des capacités de production qui sont très importantes. Et c'était vraiment, parce que je n'avais pas réussi à le faire avec Calgati, c'est-à-dire d'aller voir un fournisseur et lui dire, j'espère qu'on va croître ensemble. Et là, ça a vraiment été le cas avec cet atelier. Quand tu dis atelier, tu peux nous décrire ce que ça veut dire ? Moi, j'imagine la Bourgogne, les champs de blé, les collines. T'es pas loin. Je suis originaire de Bourgogne. Voilà, après quelques vignes. L'image qu'on peut avoir des Côtes d'Or de la Bourgogne. Et quand tu dis un atelier, j'imagine un truc assez petit, puisqu'un atelier... Non, mais bien sûr, volontairement, je te dis ça pour que tu nous décrives un peu ce que c'est que cet outil industriel. Écoute, sur la partie, ils sont
capable, pas sur nos oreillers parce qu'ils sont spécifiques, ils demandent beaucoup de travail, mais sur des oreillers plus traditionnels, de sortir, je crois, jusqu'à 20 000 pièces ou 25 000 pièces par jour. Ah oui, c'est énorme. Voilà. Pour la grande distribution, pour tout le monde. Après, les gammes vont d'oreillers extrêmement standards à des oreillers avec des garnissages en plumes. C'est des millésimes de plumes jusqu'à plusieurs centaines d'euros, 600 ou 700 euros l'oreiller. Donc ils ont toute une gamme de extrêmement produits large, du bas de gamme au haut de gamme. Et sur la partie oreiller, ça reste très 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 manuel, c'est du savoir-faire, il faut souffler l'oreiller, il faut que les mariages des matériaux soient ok. C'est-à-dire etc. qu'il y a beaucoup d'étapes manuelles dans la confection de vos oreillers Wopilo. Complètement. Oui, complètement. Tu sais combien de temps ça nécessite pour être produit un oreiller? Et je sais pas, c'est comme ça qu'on parle on parle de coûts unitaires de produits. Mais ça se raconte un peu quand même comment c'est fabriqué. D'ailleurs, est-ce que c'est ce que vous faites, vous, sur votre site? Vous montrez le process de fabrication? Il y a quelques images, on va pas nécessairement dans le détail. Si tu veux, c'est de la couture d'abord, de la couture de housse. Ensuite, on vient garnir cette housse avec du garnissage d'oreiller, de la fibre, de la microfibre d'oreiller qualitative qui reproduit l'effet duvet. Donc on met pas de plumes dans nos oreillers. Et ensuite, tu dois les refermer, tu dois housser les cœurs, qui viennent pour le coup d'autres fournisseurs, et insérer les cœurs, faire le packaging, etc. C'est pas quelque chose qui s'automatise. C'est pas quelque chose qui s'automatise. C'est intéressant que tu nous dises ça. Donc il y a ce côté encore artisanal qui va avec la notion d'atelier. Après, c'est organisé en industrie, c'est-à-dire c'est fait, il y a une chaîne de production qui est dédiée plusieurs jours par mois pour Wopilo, mais ça reste quelque chose qui est manuel. Et comment les commandes arrivent? Elles arrivent au compte-gouttes Est-ce qu'il y a un stock en fait? On fait produire des stocks qui sont livrés chez notre logisticien qui est plugué à notre Shopify. Ça, c'est vraiment si tu veux, 2017-2018, tu as les nouveaux outils qui commencent à arriver. On travaille avec un logisticien qui est bien plugué. Et c'est assez fluide. Vraiment, ça se passe très bien. C'est assez facile d'envoyer les confirmations de commandes, les suivis, etc. Donc ça, franchement, par rapport justement à Calgati 2013-2014, où je faisais plein de trucs à la main, il y a beaucoup de choses qui s'automatisent. Les opérations sont assez fluides, assez bien gérées. On arrive à monter assez rapidement en cadence. Le fait qu'à partir du moment où on a déclenché les ads, le chiffre d'affaires a très vite augmenté. C'était en février 2018. Je m'en souviens très bien, c'est la naissance de mon fils. Florian arrive en même temps. Il y a tout qui s'accélère d'un seul coup. Et ensuite, on progresse assez vite. Et on arrive à travailler d'autres canaux d'acquisition, l'influence notamment, on va y venir, et structurer l'expérience client, etc. Aujourd'hui, vous maintenez que ton seul canal de distribution, c'est Wopilo.com. Voilà, Wopilo.com. Tu n'as pas ouvert d'autres canaux comme les marketplaces ou les choses comme ça? Rien du tout. Si je veux être parfaitement transparent, etc. On a fait une micro-vente sur The Braderie. Oui, The Braderie, ok. Mais c'était juste, sinon, 100% de notre chiffre d'affaires est réalisé sur Wopilo.com. Très bien. Donc, on a bien compris comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on est en 2022. Combien de personnes travaillent dans l'entreprise? On est 14. 14. Et majoritairement, ce sont des profils... marketing, ouais. Alors, marketing, communication, des personnes à l'expérience client. Le service client, tiens, ça va être le bon. Expérience client, on dit jamais service client, on trouve que c'est pas du tout ce qu'on propose nous. C'est un truc super important et vraiment qui est un des piliers. Donc ça veut dire que c'est internalisé, si je comprends ce que tu es en train de dire. Complètement. Et pas scalable. Et ça, c'est un truc hyper important. Pas scalable? Pas scalable du tout. C'est-à-dire qu'il faut consacrer un minimum de temps par client en moyenne pour lui apporter une expérience incroyable. Que ce soit dans des conseils avant, dans des conseils pendant la commande, avant la réception, etc. Donc tu as combien de personnes qui travaillent? On a 3 personnes à temps plein, ouais. qui travaillent sur l'expérience. C'est un sujet que je connais un petit peu. On adore ça, nous. C'est vraiment c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de la marque. Il y a besoin de beaucoup de réassurance dans ce type de produit en avant-vente? Alors, il y en a besoin beaucoup. Il y en a eu besoin de beaucoup au début. Plus le temps passe et plus on est connu, même si aujourd'hui on est
très peu connu. Et plus on est connu, moins il y en a besoin. Et puis après, il y a le nombre de ventes, il y a le nombre d'avis, il y a les différents prix qu'on a pu mentionner, il y a le fait qu'on est recommandé par plus de 1000 professionnels de santé. Donc en fait, tu as un ensemble de faisceaux de réassurance qui fait qu'aujourd'hui, il y en a moins besoin. Mais il y en a toujours besoin. Et ça fait vraiment partie des choses aujourd'hui. Et donc cette expérience client, pour pas dire service client, elle est constituée à 80% après achat, avec les questions où en est ma commande, où je comprends pas, j'ai mal au cou, c'est quoi Alors non, je dirais plutôt que c'est 50% avant, 50% après. Il y a pas mal de choses qui peuvent être automatisées, notamment sur les commandes, etc. On bosse avec un super logisticien qui relance les personnes qui ne sont pas allées chercher leur colis au point relais ou à la poste, qui permet d'avoir des taux de délivrabilité top, d'avoir une expérience fluide, etc. Il y a beaucoup de retours? Non, peu, mais notamment pas grâce à la qualité d'accompagnement qu'on peut fournir. Si on laissait ce produit en retail, ce serait beaucoup plus difficile, même si quand tu ouvres le produit, que l'expérience d'unboxing se fait, tu as déjà beaucoup de conseils. Avant d'avoir reçu ton produit, tu as reçu des vidéos, tu as reçu des conseils, tu te mets ça te permet d'avoir un mindset quand tu reçois ton produit qui est particulier, et ça c'est super important. Mais d'ailleurs c'est marrant que tu en parles, enfin marrant c'est pas le bon mot, mais je rebondis sur le mot retail, le réseau offline. On voit quand même beaucoup d'expériences, même dans les DNVB. On peut citer le Slip Français ou Fago, qui ont ouvert des boutiques. Bonne Gueule, tu l'as cité toi-même, qui ouvre des boutiques. Sans aller peut-être jusqu'à ouvrir des boutiques pour Opilo, et peut-être que tu vas me dire si c'est un objectif, il y a la vente offline en retail. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, vous réfléchissez? C'est quoi votre position par rapport à ça? Bien sûr. On réfléchit aux différentes options. Si tu veux, le retail et l'international, c'est quand même deux opportunités stratégiques qui sont importantes et auxquelles on réfléchit. Mais pour l'instant, on n'a pas pris de décision ferme sur le sujet. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on ait, pour maintenir cette qualité d'expérience client, nos boutiques en propre. Qu'une personne qui achète un oreiller chez nous, ou même le reste de la gamme, on ait son adresse email, qu'on puisse avoir un lien direct avec elle. Et ça, c'est hyper important. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a construit la qualité de nos produits. Tu me demandais sur les taux de retour. Les taux de retour, quand on débute, ils sont relativement élevés, parce que le produit, il a des défauts. La mousse est trop ferme, elle est trop haute, etc. Le mariage n'est pas parfait entre les matériaux. C'est comme ça. Et c'est quelque chose qu'on a corrigé avec le temps, de façon significative, pour avoir aujourd'hui un produit qui est hyper qualitatif et qui correspond au plus grand nombre. On est même allé jusqu'à rendre nos oreillers adaptables, ajustables, pour avoir vraiment quelque chose sur mesure. Je te donne un exemple, quelqu'un dit écoutez, moi j'arrive pas, ou ça se passe pas très bien avec mon oreiller. Une personne de l'expérience client va soit l'appeler, soit lui envoyer un email en disant donnez-moi plus d'informations, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et on arrive régulièrement à ok, une des solutions, c'est que je peux vous envoyer un cœur qui va être plus souple ou moins épais. Je vous l'envoie gratuitement, vous le recevrez dans 24-48 heures. Et là, dans 95% des cas, ça fonctionne très bien. La personne est incroyablement satisfaite du service, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas proposer si on n'avait pas nos boutiques en propre, etc. Et on voit vraiment l'expérience d'achat comme quelque chose de global. C'est pas on vous vend un oreiller, débrouillez-vous. Ouais, l'expérience, tu veux la dupliquer, si elle doit l'être dans le monde physique, à un niveau de qualité équivalent à celui que vous proposez aujourd'hui online. Intéressant, justement, revenons sur l'international. Tu disais que c'est l'autre piste de développement pour Wopilo, l'international. Comment vous l'envisagez? Est-ce que malgré tout aujourd'hui il y a déjà des commandes qui partent un petit peu à droite, à gauche? Il y en a en Europe. La Belgique, c'est un peu faire du cross-border sans le vouloir. C'est comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le vouloir. Le vrai international. Il y en a un petit peu en Europe, mais je pense que ce sont des francophones qui sont dans les différents pays, en Allemagne, un petit peu partout, et qui commandent nos oreillers.
La difficulté reste toujours cette expérience client. C'est comment on est capable de reproduire ce niveau d'expérience client, la possibilité de faire des retours, etc. partout. Et ça, c'est très difficile. On peut le faire en Europe, mais ça nécessite d'avoir des personnes qui parlent la langue, de maintenir un site internet dans cette langue, de proposer les contenus dans la langue, le marketing. Localiser toute l'approche. Exactement. Alors, d'un point de vue logistique, ça se fait. Clairement, ça se fait. Ouais. Par contre, pour maintenir cette qualité, c'est pas scalable comme ça. On peut pas le faire d'un seul claquement de doigts. On regarde, on y réfléchit. On pourrait aussi très bien, c'est quelque chose qu'on a pu envisager, dire on lève beaucoup d'argent et on va aux États-Unis avec notre produit. D'abord, les produits oreillers. Et on essaye d'évangéliser aux États-Unis. C'est très concurrentiel, c'est très très difficile, mais c'est des choses qui pourraient potentiellement être des alternatives pour Wopilo. Pour l'instant, c'est pas dans les cartons. On a vraiment tout intérêt à devenir une marque forte et à imprimer, d'être la marque de référence à minima des oreillers, parce que ce qu'on propose à côté est ultra qualitatif, notamment sur le linge de lit où on a développé la gamme depuis 18 mois et on a des super résultats. Mais en tout cas, devenir un acteur majeur en France, on n'est pas encore un acteur majeur en France. Donc là, c'est là que vous vous concentrez sur le marché domestique. Exactement. On veut être connu, on veut que les gens soient hyper satisfaits. On a des taux de réachat qui sont importants, alors qu'on est quand même sur l'oreiller. C'est quoi justement le taux de repeat ? En fait, est-ce que le taux de repeat, c'est parce qu'il y en a un qui a acheté un premier oreiller et puis il y a son mari ou sa femme qui se dit très régulièrement, je vais en acheter un autre, et puis finalement on va aussi l'acheter pour les enfants, et puis on a une maison secondaire, et où c'est parce que vous avez ouvert de nouvelles catégories? Alors, c'est les deux. Vraiment, c'est les deux. Et sur l'oreiller, c'est souvent j'en achète un et mon mari ou ma femme me le pique. Donc, je suis obligé d'en racheter un deuxième. Ou les enfants nous le piquent, on est obligé d'en racheter. Ça arrive très régulièrement. Et le fait d'avoir ouvert des catégories, c'est quand même une stratégie de développement des DNVB assez classique. Donc, les catégories autour du linge de nuit. Linge de lit, les couettes, la gamme pour enfants, les protections de literie, etc. Donc, on élargit au fur et à mesure. On essaye toujours, en plus, d'apporter de l'innovation. Très récemment, on a lancé un système de précommande sur le linge de lit, donc sur des collections très particulières, avec des designs ou des matières vraiment particulières. On essaye de reproduire un business model qui fonctionne bien dans l'habillement, et c'est quelque chose qui n'existe pas du tout sur le linge de lit. On est premier à faire ça, et donc on vient tester des innovations, et les innovations, c'est pas nécessairement une matière ou un produit, ça peut être aussi un business model et des façons de faire différemment. Ouais. Donc là, merci. Vous avez en fait une stratégie qui est claire. Vous êtes rentable ? On est rentable depuis 2020. D'accord. On est rentable depuis 2 ans. En dehors finalement des 300 000 euros levés juste après le projet, l'opération Kickstarter, vous vous êtes développé. En financement, il n'y a pas eu besoin de sur financement. Propre, exactement. Ok, donc c'est un business vertueux. Tu as commencé à en parler parce qu'en fait ça transpire beaucoup dans votre approche, cette relation client. C'est la partie que je voudrais qu'on développe pour un peu conclure. L'acquisition, la fidélisation, la donnée, le CRM, en fait aujourd'hui ça repose sur quoi? Sur un outil CRM fort? Oui, on a un stack technique, et ça c'est la magie quand même de ces dernières années, c'est-à-dire que tu as des outils qui permettent de faire énormément de choses, d'automatiser, d'optimiser, etc. Nous, on utilise notamment Klaviyo sur la partie CRM, gestion des emails. On a des outils plugués à Shopify sur l'expérience client qui permet vraiment de suivre et d'avoir les relations avec... Donc ça veut dire que les filles, j'imagine que c'est des filles souvent qui répondent... Écoute, ce sont des filles, c'est Charlotte, Manon et Morgane. Voilà, elles retrouvent en fait l'ensemble des commandes. Exactement. Quand il y a un appel qui arrive pour permettre d'avoir l'historique de la commande, le statut, est-ce que c'est en cours de livraison, ça a été livré, enfin... Et exactement, avec les satisfactions, avec toute l'information autour. On parlait un petit peu de ça tout à l'heure. Aujourd'hui, ça dépend des mois, mais en déclaratif post-achat, c'est-à-dire que quand tu passes une commande chez Wopilo,
au moment de l'affichage de dire merci pour votre commande, tu as un petit questionnaire qui dit comment vous avez connu cette marque-là, qui ne s'affiche que pour les nouveaux clients. Et aujourd'hui, c'est entre 15 et 20% des personnes qui disent par le bouche à oreille, pendant un dîner, au bureau, etc. C'est une métrique qui est assez forte, donc qu'on essaye de développer le plus possible, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, tout ne repose pas sur Google et Facebook. Donc on a entre 15 et 20%. Alors voilà, c'est quoi la répartition? Tu dis donc le bouche à oreille, c'est quelque part de la notoriété spontanée. Exactement, des gens satisfaits. Des gens satisfaits qui recommandent le produit, 15-20%. Les 80-85 autres pourcents, tu as cité Google, c'est quoi? C'est aussi Insta? C'est quoi? C'est l'ensemble des réseaux ou des canaux. Tu as l'emailing, tu vas avoir aussi le réseau de professionnels de santé, notamment sur la partie oreiller, qui représente un pourcentage significatif de notre recommandation. C'est quelque chose qu'on a mis en place très très rapidement dans l'histoire de Wopilo. Mais là c'est quoi? C'est aussi 15-20%? C'est quoi? Non, on est un petit peu moins que ça, mais c'est significatif. Ça nous a pris énormément de temps pour que ces professionnels nous connaissent, nous apprécient, utilisent nos produits, les testent, et soient satisfaits, et qu'ils se disent qu'un oreiller Wopilo est un des outils qu'ils peuvent proposer à leur patientèle pour venir soulager des douleurs ou pour venir apporter un petit plus dans une pathologie, tu vois, pour améliorer. Donc eux, c'est des prescripteurs. Exactement. Qui fonctionnent bien. Après, il y a les canaux d'acquisition traditionnels. Oui, Facebook, Google. Les réseaux sociaux, Ouais. Facebook, Instagram, Pinterest. Ouais. On n'a pas encore... on est vieux. TikTok, on est en train d'y aller parce qu'on est déjà en retard. Mais c'est qui alors justement? C'est bien. Merci de parler de TikTok. TikTok, c'est plutôt la génération Z qui est dessus. Ça, je crois que ça a hyper évolué récemment. Ça a hyper évolué. Chaque semaine, ça change. Qui sont vos clients? Vous arrivez à cartographier un peu. Est-ce qu'ils sont urbains, ruraux, répartis un peu partout sur le territoire? Est-ce qu'ils ont plutôt 20, 30 ans, 30, 40? Enfin, tu vois ce que je veux dire? On a des personae, clairement, qu'on a identifié lors de la plateforme de marque sur la data qu'on pouvait avoir Facebook ou Google Analytics ou même Google Ads. Alors donc, ces personas, c'est qui? Il y en a 3, 4? On en a 4, on en a 2 principales qui sont plutôt des femmes, même si on n'est pas si éloigné en termes de répartition, qui vont avoir entre 25-34 et 34-45, donc on va être vraiment au-dessus de 25 ans. Et en fait, tu te rends compte aussi que les préoccupations autour du sommeil, elles arrivent après les études, souvent quelques années après le début de la vie active, de la vie professionnelle. Avant, tu fais la fête, tu t'en fiches un petit peu de ton sommeil. Et d'ailleurs, c'est une anecdote marrante, mais tous mes copains, quand je parlais de ce projet-là en 2011, on n'avait rien à faire, ça les intéressait pas du tout. Quand il a été lancé 6 ans plus tard, qu'il y avait les premiers enfants, qu'on avait déjà tous quelques années, ils n'ont pas acheté pour me faire plaisir. Clairement, c'était pour améliorer leur nuit. Donc plutôt une femme, plutôt une femme et entre 25 et 45 avec 28-35 si tu veux. D'accord, et qui est urbaine, Alors pour le coup, ça reste très large. On a quand même un produit qui s'adapte à tout le monde puisque tout le monde dort, puis qu'on a des oreillers maintenant pour les enfants jusqu'à vraiment de 3 à 99 ans. Donc c'est vraiment très très large d'un point de vue géographique. On n'a pas vraiment de spécificité, même si ça reste un produit qui est plus cher que la moyenne de la catégorie. On n'a pas de spécificité parce que les gens c'est quelque chose que je ressens, je ne pourrais pas te donner des chiffres, mais sont aujourd'hui enclins à dépenser plus dans leur oreiller parce qu'ils se rendent compte que ça a une importance dans la qualité de leur sommeil. Et le sommeil, tu l'as dit, je crois, en introduction, c'est une des 2 causes d'enjeux de santé publique, juste derrière l'alimentation. Alors, on n'est pas sur quelque chose d'anecdotique, avec des statistiques qui se dégradent d'année en année, qui sont catastrophiques. Ok, donc merci pour cette précision. Tu parlais d'influence, enfin, ouais, t'en as parlé, en fait, de marque. En fait, tu veux que Wopilo devienne une love brand, comme on dit, quelque part. Complètement, mais c'est ça, c'est vrai. Donc, ça veut dire la constitution d'une communauté. Les réseaux sociaux ont un rôle là-dedans, les influenceurs ont un rôle à jouer. Comment vous organisez tout ça? Vous y arrivez? Il y a des plans? Oui, totalement. Pour
te donner encore un exemple, Louise, qui est arrivée chez nous en 2018, en septembre 2018, c'est le deuxième recrutement après Florian, notre responsable marketing. Et elle est arrivée en même temps qu'une première personne sur l'expérience client. Entre-temps, c'était Florian et moi qui faisions l'expérience client. Donc, très rapidement, on a identifié que l'influence et la communication, avant même d'aller sur des opérations marketing ou etc., parce que on faisait Facebook avec une agence, c'était quelque chose qui était facilement externalisable. L'influence, on s'est dit que c'était quelque chose qu'il fallait internaliser. Et donc, très rapidement, on a une personne qui s'en est occupée, qui s'en occupe encore aujourd'hui avec brio, de travailler sur les différentes stratégies d'influence. Et donc, ça peut passer de la dotation produit à des opérations un petit peu plus complexes. En 2019, en partenariat avec une agence qui s'appelle Call Square, dont le fondateur est au board de Wopilo, on avait envoyé à 600 influenceurs importants un cadeau de fin d'année, un Wopilo, et on avait eu un impact très 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 fort et très massif au moment de Noël 2019. Voilà, on essaye de réfléchir aux différentes façons de faire de l'influence. On en a fait aussi beaucoup, pour te donner un autre exemple, sur YouTube, avec l'ASMR. Je ne sais pas si tu es familier avec l'ASMR. J'ai des ados à la maison qui m'ont fait découvrir ça il y a quelques années de ça maintenant. Donc l'ASMR, c'est un phénomène incroyable, et donc on a travaillé avec plusieurs... L'ASMR, pour ceux qui connaissent pas, c'est je te laisse. C'est comment l'expliquer, c'est des vidéos sur YouTube, sur TikTok, mais qui a commencé sur YouTube, où t'entends une personne apprécier un bruit, un chuchotement. Alors ça va par exemple être un truc comme ça. Sur le micro, je gratte. Et puis alors ça va être satisfaisant. Voilà, c'est le terme qui est relaxant, satisfaisant. Voilà, avec des bruits. Voilà, qui sont censés... voilà. Donc c'est ça l'ASMR. Et il y a beaucoup de personnes qui adorent ça au bureau. Et donc on travaille avec des artistes ASMR, des ASMRistes, et on a fait des collaborations, plusieurs vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues. Incroyable. Et donc on a fait des millions de vues sur l'ASMR sur YouTube. Et c'est super. Et si tu veux, en plus, ce qui est génial, c'est que ce sont des collaborations qui font vraiment du sens. Tu vois, pour nous, dans le sommeil, derrière, tu te vois la transformation en vente quand il y a une collaboration comme ça. Oui, tu le vois. Et puis ça participe à la notoriété, ça participe à expliquer le produit. C'est des façons décalées de faire de l'influence ou de la communication ou du marketing. Et ça, c'est génial. Et on y arrive de temps en temps à avoir vraiment des moments comme ça où, d'un point de vue marketing et communication, tout s'aligne. Et ça, c'est super, tu vois. Tu te dis, ça, c'est vraiment chouette. C'était une super idée. Ça fonctionne bien. C'est des choses qu'on peut reproduire. Et ça, c'est cool. Quand tu arrives à faire ça, c'est chouette. Bon, avant que je ne remercie tout le monde pour cette écoute attentive qu'ils auront eue, c'est quoi 2022 pour Wopilo? Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Qu'est-ce que vous attendez? C'est en dehors de tout ce que tu viens de nous dire. Écoute, les vrais enjeux, ce sont quand même des enjeux de notoriété. Aujourd'hui, on sait que d'un point de vue produit, ce qu'on propose, ça fonctionne bien. Nos clients sont ultra satisfaits, nous recommandent, réachètent. Donc ça, c'est génial. On a plein d'innovations sur les produits. Donc on va sortir dans pas longtemps des innovations sur les produits, que ce soit sur la partie oreiller, soit sur la partie linge de lit, ou encore sur d'autres types de catégories. Donc on a élargissement de gamme et notoriété. Et la notoriété, on va l'adresser de plusieurs façons. On a des partenariats qui arrivent là dans quelques semaines qui vont être top et qui vont permettre justement d'essayer d'adresser cette notion d'augmenter la notoriété. Donc on a pas mal de sujets dans les cartons, mais voilà, ça va être travailler la gamme de produits et la notoriété et continuer à chouchouter nos clients. Bon, et écoute, je te souhaite de réussir dans toutes ces entreprises et que la marque Wopilo trouve son développement et continue à trouver son développement. Merci beaucoup à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux et c'est un vrai plaisir de le savoir et de lire les messages que vous ne manquez pas de m'envoyer. Vous pouvez retrouver donc Wopilo sur wopilo.com ou Thomas Evert directement sur LinkedIn, si vous avez des messages à lui envoyer. J'imagine que je ne me trompe pas. Oui, pas de problème. C'est bien comme ça. Et puis, merci à Comexposium, l'éditeur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco.
l'événement qui réunit tous les professionnels et les décideurs de notre écosystème retail et commerce, pour le support et le soutien à cet épisode. Thomas, merci encore, et puis je te dis à très bientôt. Merci Cyril, et merci à tous de nous avoir écoutés.